Bon, très bien. On voit qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Bonjour à tous. On va, je pense, débuter cette session. Bienvenue à tous et merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour cette session en français du Virtual Island Summit que Smilo co-organise avec Island Innovation. Je vous rappelle à tous qu'il y a une traduction en simultané en anglais et pour pouvoir l'utiliser, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite de l'écran. Je vais le dire aussi en anglais. So, hi everyone, thank you for joining. If you want to follow this session in English, you just have to press the button on the bottom right of the screen that says translation or interpretation. Je voudrais aussi remercier les interprètes qui se sont réveillés à 3h30 du matin pour nous rejoindre. Donc, merci beaucoup pour votre aide et ce soutien Moi, je dans cette reviens là. session. Frédéric, il faudrait couper ton micro. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis Martha Ferretti, chargée de projet pour Smilo, qui est un acronyme de Small Islands Organization. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, voilà, comme ça. Donc, vous devriez avoir là le PowerPoint qui s'affiche. Donc, juste brièvement, je voulais présenter Smilo pour ceux qui ne connaissent pas encore cette ONG internationale qui a pour objectif d'accompagner les petites îles de moins de 150 km², donc pour nous, c'est la définition de petite île, vers une gestion durable de leur territoire. Pour cela, on travaille en partenariat avec tous les acteurs locaux, avec une approche, on va dire, très globale, vu que l'on tient compte des interactions terre-mer. Et on travaille autour de 5 thématiques principales qui sont gestion de l'eau, eau douce et traitement des eaux usées, énergie, gestion des déchets, protection de la biodiversité et enfin protection des paysages et patrimoine. On travaille autour d'un label qui s'appelle Île durable et qui vise à reconnaître les pratiques durables des petites îles. Ce processus de labellisation nous permet d'apporter un soutien technique et financier à nos partenaires locaux. Par exemple, Smilo a créé ce qu'on appelle le Fonds pour les îles, qui permet de financer des opérations concrètes qui sont identifiées comme prioritaires par l'ensemble des acteurs dans les 5 thématiques Smilo. Aujourd'hui, on a 10 îles qui sont en cours de labellisation, dont c'est le cas pour Kerkena, Nociara et Pangatalan, dont on va entendre parler d'ici quelques minutes. Smilo, c'est aussi un réseau international d'îles et de partenaires insulaires qui sont situés en Europe. C'est le cas de l'archipel du Frioul, mais on est aussi situé en Afrique, dans l'océan Indien et en Asie du Sud-Est, avec l'objectif de favoriser l'échange de bonnes pratiques, l'échange d'expériences et la création de nouveaux partenariats entre les territoires insulaires. Et donc, nous organisons régulièrement des formations, des ateliers techniques et des rencontres internationales comme la rencontre d'aujourd'hui. On reste évidemment à disposition si vous avez des questions. Et dans la section des dossiers, donc sur la plateforme Passable, il y a des dossiers où j'ai mis le rapport annuel 2019 de Smilo en français et en anglais. Donc, si vous voulez approfondir et avoir plus d'informations. Je passe à la session d'aujourd'hui qui va durer donc 90 minutes et qui est divisée en 2 parties. On a une première partie donc avec des présentations des différents intervenants et ensuite on passera à une session de discussion et de questions-réponses. Donc des questions que vous pouvez nous poser directement, que ce soit au fur et à mesure des présentations des intervenants ou vous pouvez aussi attendre la session de questions-réponses. Dans tous les cas, il y aura une personne de l'équipe Smilo qui va répondre à chaque fois lorsque vous posez des questions. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Frédéric Tardieu, qui est donc le fondateur de la Fondation Sulubai et propriétaire de l'île de Pangatalan, qui va nous présenter un peu son projet de gestion durable qui a vu vraiment, il a complètement repensé la gestion de cette île et il nous parlera des projets innovants qu'il y mène. Ensuite, on se déplacera en Afrique où Jean-Hervé Bakary-Dzafi, qui est directeur du parc national de Nociara à Madagascar, nous parlera des enjeux de préservation d'une biodiversité assez exceptionnelle de ce site qui est en catégorie 2 de l'UICN.
On remontera ensuite en Tunisie où l'on va en apprendre un peu plus sur les enjeux de gestion des déchets et surtout des déchets plastiques en lien avec les activités de pêche et aussi sur tous les enjeux de gestion de la ressource en eau avec Boshra Nabli qui est membre du conseil municipal de Kerkena et présidente du comité insulaire de Kerkena. Ensuite, on passera brièvement en France avec Marie Cortès, qui est responsable de service mer et littoral à la ville de Marseille et qui nous présentera les enjeux de développement durable de l'archipel du Frioul, qui est donc juste en face de Marseille, et qui nous parlera notamment de projets d'élimination d'espèces invasives ou encore des enjeux de gestion de l'assainissement, notamment en lien avec une forte fréquentation du site. Et on terminera donc cette première partie avec Christophe Carbou, qui est directeur du pôle innovation, incubateur et accélérateur d'entreprises innovantes à l'ADECAL Technopole, qui nous présentera la démarche ambitieuse en matière de développement durable de la Nouvelle-Calédonie, notamment au travers du projet de pays Territoire d'innovation. Donc, je passe la parole sans plus tarder à Frédéric. Donc, je le rappelle, fondateur de la Fondation Soulou-Baye et propriétaire de l'île de Pangatalane. Fred, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce projet qui t'a amené à repenser complètement la gestion de l'île de Pangatalane et surtout des projets innovants que tu mènes en partenariat avec les communautés locales, que ce soit dans la création de l'aire marine protégée, dans l'extension de l'aire marine protégée, ou encore dans tous les efforts que vous faites pour renouveler le stock halieutique. Bonjour à tous. Alors, Frédéric, on a voulu tenter une expérience, si je puis la nommer comme ça. C'était en 2011 de prendre un tout petit territoire perdu dans le Pacifique, une île qui fait 400 mètres de long par 120 mètres de large, sur lequel on s'est attelé à essayer elle était très dégradée, cette île était très dégradée, mais le pari, c'était de dire on peut être capable de refaire, avec des moyens simples, sans de gros budget, recréer ce que ces territoires étaient à l'origine avant que l'être humain le dégrade, si on peut dire. Donc, nous sommes partis en 2011 d'un état zéro, tout était défoncé, plus d'arbres sur l'île, pas d'eau, pas d'électricité, des pêches destructrices tout autour sur le récif corallien. Donc, je vais vous envoyer quand même une petite photo pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui ce que ça peut être. Est-ce que vous l'avez en grand? Non. Partage de l'écran. Oui, là, on est bon. Je pense que vous la voyez. Donc, l'image que vous avez aujourd'hui de Pangatalane, c'est vraiment un territoire qui est refait. C'est une image récente. Donc, un départ seul, sans connaître personne, ça a été très dur. En 2013, on décide de s'allier et de rencontrer Smailo pour avoir un petit peu des notions. C'était, comme je le répète, c'est une expérience personnelle, sans connaître quoi que ce soit sur la biodiversité, sur les écosystèmes marins, sur les écosystèmes terrestres. Donc, on a reforesté cette île en plantant plus de 65 000 arbres aujourd'hui, même 68 000. Et le point culminant d'une rencontre, ça a été Smailo. Smailo nous a vraiment donné les directives et les règles essentielles de bonne pratique pour la gestion d'un territoire, en repensant bien sûr l'énergie, l'eau, le paysage, le respect de la biodiversité et aller peut-être plus loin dans l'écotourisme, et l'autosuffisance. Aujourd'hui, grâce… Frédéric, oui. excuse-moi, je t'interromps, mais en fait, on n'arrive pas à voir ton partage d'écran. Ah, excusez-moi. Alors, Escape. Je le reprends. OK, partage d'écran. Vous l'avez? Est-ce que vous l'avez là? OK, mais je ne vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, OK. Alors, l'idée, c'était d'aller beaucoup plus loin dans la démarche.
La gestion, je vais pas vous raconter l'histoire des déchets, de la création d'un système électrique, mais aujourd'hui, voilà, le challenge, c'était prouver à tous les gens qui veulent s'engager que tout est faisable. C'est une vraie volonté, mais la volonté solidaire ne peut pas aboutir sur des bonnes pratiques. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir partager, il faut savoir donner et surtout recevoir. Donc Smilo, pour nous, a été vraiment un déclencheur humain et surtout technique. On a résolu pas mal de problèmes, mais s'arrêter à un petit territoire et faire, comment dire, une quête personnelle d'un territoire marin, d'un territoire terrestre, ça ne peut pas fonctionner. Le terrestre est toujours lié à la mer. Donc, on a voulu vraiment aller plus loin. L'avancée, ça a été de créer une première aire marine protégée parce qu'autour de ce reef que vous voyez, il a fallu créer une aire marine protégée. C'est le trait rouge que vous avez tout autour de notre petite île de Pangatalán. Et en même temps, vous avez les règles de la bonne pratique. Donc, je reviens vite dessus. C'est le traitement des déchets, l'endoreforestation, l'énergie solaire, la restauration des mangroves. Et pour être autosuffisant, c'était de dire on va aller plus loin vers l'écotourisme et on va créer une ferme organique. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a réussi à mettre tout ça en place, le but c'était de dire on va aller plus loin. La terre, pour nous, elle est liée à la mer. Créer une aire marine protégée, inventer une méthode de restauration corallienne, inventer un récif artificiel, ça a été un but essentiel pour vraiment pouvoir avancer dans nos recherches et dans cette liaison de la biodiversité. On s'est entouré de jeunes biologistes marins. Grâce à eux, on a pu gagner des années d'expérience. Et ces années d'expérience, elles ont été récompensées par un label Smilo d'île durable, un label du Responsible Tourism Institute par un Biosphere Sustainable Tourism. Et on est les premiers en Asie à avoir eu ce label-là. Mais la démarche, il a fallu vraiment aller plus loin. Partager ça, c'était prendre conscience qu'un territoire, quel qu'il soit, il vit dans un système. Il vit dans un système plus large, c'est-à-dire les populations. On est obligé, dans l'époque où on vit, d'intégrer les populations avec nous. Donc, on s'est attaqué au problème d'une baie. Donc, la dimension, c'est que de 50 hectares, on passe à 6500 hectares aujourd'hui. Et créer un réseau d'aires marines protégées, prendre conscience aujourd'hui que les océans, les territoires ne peuvent pas survivre sans les océans. Les océans, aujourd'hui, ce que l'on a, c'est qu'on a un siphonnage des ressources halieutiques. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on prélève beaucoup plus que ce que la nature peut reproduire. Donc, l'idée, ça a été de créer pour la première fois un réseau de toutes petites aires marines protégées, parce que personnellement, je ne crois plus du tout au grand système. Je ne crois plus du tout au principe de privatiser des hectares de mer ou des hectares de terre si la volonté de surveillance et de gestion n'est pas communautaire et n'est pas durable. C'est impossible. Donc l'idée, ça a été, vous voyez Pangatalán en rouge, de créer 3 nouvelles aires marines protégées avec les villages qui correspondent dans les couleurs et d'impliquer vraiment les populations. Mais au sein de ces aires marines, l'idée, ça a été de dire on s'entoure toujours de la même façon des meilleures techniques innovantes. Et là, dans le bassin méditerranéen, on a la chance d'avoir des sociétés comme Andromède, Ecocéan, Chorus, SpyGem. Donc, comment ressourcer aujourd'hui les océans? L'idée est très simple. Quand un poisson se reproduit, il crée des œufs. Les œufs se transforment en larves. Et les post-larves sont des poissons qui font entre 5 et 10 mm maximum. L'idée, c'est de collecter ces larves qui disparaissent, puisque sur 1 million d'œufs, on sait que 10 poissons arrivent à terme, 10 adultes arrivent à terme pour la reproduction. Et aujourd'hui, vu ce qu'on prélève dans les océans, c'est totalement insuffisant. Donc, on est vraiment vers un effondrement des ressources halieutiques.
toutes les études le prouvent. Il y a des laboratoires dans le monde qui ont déposé des thèses là-dessus. L'idée, c'est d'élever ces larves de poissons, mais surtout ne pas les habituer à l'être humain, à notre présence, et les réinjecter le plus rapidement possible dans les océans. Donc, prendre des petites aires marines protégées, 50 hectares, engager les populations locales à travailler avec nous, à surveiller ces territoires, à élever des postes larves. Au bout de 3 mois, c'est des poissons juvéniles qui vont faire entre 4 et 5 cm, les réintroduire dans la mer, les réintroduire en priorité dans ces aires marines, recréer des codes de pêche pour que les ressources qu'on y réinjecte ne soient pas détruites à très court terme, éduquer les populations, travailler avec les enfants, travailler avec les universités locales, s'engager sur la restauration corallienne, mais avant tout, pour prouver que ces méthodes marchent, travailler avec les meilleurs laboratoires méditerranéens, puisque je suis attaché à Marseille, je suis attaché à mes origines et à cette proximité. Donc aujourd'hui, on est capable, avec ces techniques innovantes, de faire un état initial de ces aires marines, non plus par plongée, mais par le son, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, tous les poissons communiquent entre eux. Donc, on travaille avec Chorus, on met des hydrophones, et aujourd'hui, on est capable de savoir ce qu'il y a au fond des océans. On travaille avec Andromède pour la photogrammétrie, c'est-à-dire qu'on fait un scan des récifs coralliens. C'est un programme très particulier. Ces données sont mises dans un computer. 10 ans après, en refaisant le même scan, le computer nous calcule la progression qu'on a pu avoir sur l'état de nos récifs coralliens. On fait de la restauration corallienne au travers de notre méthode innovante que l'UNESCO a reconnue et a approuvée dans des publications qui sont extraordinaires pour nous. Et on travaille surtout avec SpineGem, c'est l'ADN environnemental. Aujourd'hui, on prélève 100 millilitres d'eau de mer, on sait exactement ce que l'on a. Mais la finalité de ce projet, et les résultats attendus, c'est de former des jeunes scientifiques philippins en partage technique avec des laboratoires français, c'est d'éduquer les populations qui ont paradoxalement peur des problèmes de la mer. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que l'on peut faire, aujourd'hui, on en est à un rejet, à un reboostage des océans de 50 000 poissons par an. Donc, si ce projet est développé, puisqu'aujourd'hui on a réussi à avoir des partenaires qui sont extraordinaires, comme le Fonds français pour l'environnement mondial, la Fondation Albert II, Blancpain, Veolia, et j'en citerai bien d'autres des privés, mais le but n'est pas là, c'est de dire que prendre un territoire, minime soit-il, avoir une volonté personnelle, il faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, il y a des communautés dans le monde qui souffrent, qui sont délaissées. Tous ces villages dont je vous parle, là, que vous avez 10 places, Ilanga, Sandoval, pas d'eau, pas d'électricité, aucun moyen médical, rien. C'est un vide abyssal. Et l'engagement de notre fondation, au travers de Smilo, au travers d'autres partenaires, c'est de prouver que l'être humain, à un moment, il est capable de se tracher une conscience et il doit le faire. Il doit le faire, ça doit passer par une technologie avancée des pays en développement et pouvoir la donner et prouver que cette baie peut être vraiment un projet pilote, puisqu'il a été déclaré ainsi. Et il faut savoir, c'est que la ministre française, le 15 septembre, va nous recevoir avec l'ambassade des Philippines. On va signer le premier partenariat. Ça risque d'être présenté en projet pilote pour le G20 qui va se tenir en Arabie Saoudite. On est vraiment sur une vitrine. On n'a pas le droit de se rater. Et j'espère que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vont nous rejoindre, vont comprendre, vont poser des questions. On va vraiment pouvoir aller plus loin puisque les États-Unis ont déclaré avec Sylvia Earle et Mission Blue ce site HubSpot. Et j'aimerais que dans 10 ans, on puisse avoir la première baie du monde où il y a 20 aires marines protégées connectées et que toutes les données que l'on va collecter de ça, ce soit vraiment un modèle réplicable pour le reste du monde. Et les autres pays d'Asie avant tout, puisque c'est là où on a un siphonnage drastique des ressources halieutiques. Merci. Merci beaucoup, Fred. Je pense que
Cette présentation amènera certainement beaucoup de questions pendant la session de discussion. Je rappelle encore juste pour ceux qui nous ont rejoints maintenant qu'il y a une traduction en simultané en anglais. So everyone, if you want to follow this session in English, there's a button on the bottom right of the screen if you want to have the translation, sorry. Je passe donc la parole maintenant à Jean-Hervé Bakary-Dzafi, qui est directeur du Parc national marin de Nociar. Est-ce qu'on vous voit, Jean-Hervé? Vous êtes là? Oui. Très bien. Voilà. Donc, j'en profite peut-être pour rappeler à tout le monde que Madagascar est classé à l'échelon mondial parmi les hotspots de biodiversité et le parc de Nociar constitue l'un des éléments majeurs de cette richesse malgache. Donc, peut-être, Jean-Hervé, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu le contexte de l'île et nous parler de la stratégie que vous avez de préservation de ce site et de valorisation aussi de ce territoire? Merci Martha et bonjour à vous tous. J'allais tout de suite présenter quelques slides par rapport à cette présentation. Voilà, une minute. Voilà. Donc, je m'appelle Bakary Dzafi Jean-Hervé. Comme Martha disait, je suis le directeur du Parc national Nociar. Nociar est une aire protégée marine gérée par Madagascar National Parks. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la gestion intégrée de ressources naturelles et de développement durable des petites îles. Quel serait donc le cas de Nociar par rapport à ce thème? Comme vous voyez, Nociar, j'allais vous présenter le contexte d'abord pour entrer dans le vif du sujet. Le contexte de Nociar, j'allais parler également les cibles de conservation de cette aire protégée qui font l'objet, je veux dire, de la protection de cette aire marine protégée. Ensuite, j'allais parler les différentes stratégies menées par Madagascar National Parks afin d'assurer cette intégration de ressources par rapport au développement. Et en dernier, c'est les perspectives. Par rapport au contexte de Nociar, Nociar se situe dans la partie nord de Madagascar, c'est-à-dire à côté de Diego, de la province de Diego. Il est dans l'écorégion marine du canal de Mozambique, puisque vous voyez, Nociar, c'est juste à côté de deux sites marins. À l'ouest, c'est le canal de Mozambique et à l'est, c'est de l'océan Indien, mais nous sommes dans le canal de Mozambique. Donc, le parc est environ 125 000 hectares et c'est un parc classé au niveau de catégorie 2 de l'UICN, de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il a été créé en 2011 grâce à l'acceptation de la consultation publique, c'est-à-dire il y avait une consultation publique, surtout pour les pêcheurs qui vivent autour de cette aire protégée, et grâce à leur acceptation que le parc était né en 2011. Il est à côté de la ville de Diego et il dispose environ de 16 000 habitants qui vivent autour de cette aire protégée. Le parc dispose environ 15 îlots et le plus grand îlot, c'est au cœur de cette aire protégée, ça s'appelle, qui porte le nom du parc, c'est Nociar. Littéralement, Nociar, c'est l'île aux roches karstiques, mais il se trouve vraiment au cœur de cette aire protégée et c'est l'objet de labellisation actuellement avec Smailo. Il est environ 180 hectares. Par rapport au zonage de cette aire protégée, nous avons trois grandes zones. Il y a ce qu'on appelle la zone de protection d'abord. En général, c'est dans cette zone où se déroule, ou bien là où on devrait maîtriser toutes sortes de pressions anthropiques
avant que ça n'atteigne pas le parc. Donc, ça s'appelle zone de protection. Il y a ce qu'on appelle la zone tampon, c'est toujours pour le parc. La zone tampon, c'est une mer ouverte à laquelle toute activité économique, touristique et pêche sont valables. Donc, ça s'appelle de zone tampon. Et le dernier zonage, c'est le noyau dur, c'est-à-dire, en anglais, c'est core zone, c'est là où se concentrent en général les représentativités de l'écosystème de cette aire marine protégée. C'est une zone strictement interdite d'accès, sauf autorisation spéciale. Cette zone a été établie, le noyau dur, je vais dire, pour pouvoir équilibrer ou donner la balance entre ce qu'on appelle la conservation et l'exploitation de zones de la pêche en dehors de ce noyau dur. Pourquoi on protège Nousiar? Pourquoi on protège l'île de Nousiar? C'est grâce à ce qu'on appelle les cibles de conservation. Ces cibles sont soit des espèces, soit des habitats menacés. Par contre, leur protection contribue fortement à la conservation du parc entier. C'est ça ce qu'on appelle les cibles. Suite à l'analyse de vulnérabilité et suite à l'analyse de ce menace, donc on arrive à définir 6 cibles de conservation pour le parc, dont 3 espèces marines et 3 habitats. Pour les 3 espèces, il s'agit d'un aigle pêcheur, par exemple. Le 10% des aigles pêcheurs de Madagascar se trouvent ici à Nousiar. Il y a aussi des tortues marines. Nous avons 5 espèces de tortues marines, dont 2 pondent à l'intérieur de cette aire marine protégée. Il s'agit de tortues vertes et tortues imbriquées. Et il y a aussi des oiseaux marins ou bien des colonies nicheuses qui viennent à Nousiar à partir du mois de juin pour pondre au niveau de ces îlots et ils repartent à partir du mois de septembre une fois que les petits arrivent à voler. Au niveau des habitats, nous avons trois habitats différents. Il y a les récifs coralliens. Nousiar, le fait que c'est dans le canal de Mozambique, dispose parmi les plus beaux récifs coralliens de ce milieu, je vais dire à Madagascar. Et nous avons également des mangroves. Nous avons approximativement 7 espèces de mangroves et des herbiers marins. Ce sont, je vais dire, des cibles de conservation qui ont une importance majeure par rapport à la protection de cette île. Afin d'assurer l'intégration de la gestion de cette ressource marine, Madagascar National Park travaille à travers de ce qu'on appelle axes stratégiques. Il y a l'axe stratégique de conservation, de co-gestion, de marché prioritaire et de management. Pour les axes stratégiques de conservation, l'objectif c'est d'assurer le maintien de l'intégrité de l'écosystème, que ce soit des espèces ou d'habitats, et de maîtriser les pressions anthropiques. Donc, il y a pas mal d'activités qui rentrent là-dessus. Par exemple, les patrouilles et surveillances en régie par je vais dire, les gestionnaires de cette aire protégée, mais il y a également des patrouilles assurées par les communautés locales du parc parce qu'il y a 24 villages autour de cette aire marine protégée et on a pu créer des associations qu'on appelle CLP, Communauté locale du parc, autour de cette aire marine protégée. Et eux, ils appuient le parc dans le cadre de ces patrouilles et surveillances. Il y a d'autres activités comme suivis écologiques, suivi des herbiers, des coraux, ainsi de suite. Et il y a également une grande activité, c'est la restauration des mangroves au niveau des habitats, c'est-à-dire c'est renforcement de la résilience de cet habitat-là afin que les mangroves du parc puissent faire face au changement climatique. Et en général, c'est là où les communautés participent à cette restauration parce qu'ils sont conscients que le mangrove, à part la mer, constitue aussi des habitats économiques pour leurs crabes et pour leurs crevettes. Nous avons également l'axe stratégique de cogestion
en général, c'est là qu'on donne la valeur au niveau de l'humanité, puisque Madagascar National Park ne se limite pas simplement à la conservation des écosystèmes, mais il développe également des appuis au niveau des communautés à travers ce qu'on appelle appui au développement. Et cet appui au développement sera reparti dans plusieurs filières. Ça pourrait être de filières pêche, ça pourrait être de filières élevage, ça pourrait être des filières riziculture, et il y a d'autres activités, je veux dire transversales, qui pourraient mener à travers cette communauté afin d'améliorer leur vie, afin que ces communautés soient conscientes que Nusiar est là pour leur développement, pour leur vie, mais non pas seulement pour la conservation uniquement. Et le troisième axe stratégique, c'est l'axe marché prioritaire. C'est surtout des activités qui, je veux dire, développées en termes d'activités touristiques, c'est-à-dire le fait que Nusiar est un site marin, donc Nusiar dispose d'attraits particuliers, tant sur le plan terrestre que sur le plan marin. Donc, on a déjà commencé pas mal d'années d'accueillir des visiteurs, et ces visiteurs, c'est grâce à la collaboration avec les opérateurs privés qui travaillent, des agences de voyage qui travaillent avec nous, et ces visiteurs sont également animés par des différentes associations féminines sur place. L'année dernière, par exemple, nous avons aux environs de 1000 visiteurs, 1100 visiteurs qui arrivent de toutes sortes de la région du monde. Donc, il est vrai que c'est encore peu par rapport aux autres lieux touristiques de Madagascar, mais nous avons quand même commencé à promouvoir le site. Et là, je tiens à remercier Smailo, puisque grâce à l'appui de Smailo, nous avons quand même entré dans la phase de labellisation actuellement. Le dernier axe pour Nusiar, c'est ce qu'on appelle axe management. Donc cet axe, il s'agit surtout de renforcement de la capacité du personnel du parc afin que ce personnel ait un comportement professionnel par rapport à la gestion durable de cette aire marine protégée. Donc, il y a pas mal de formations, il y a pas mal, je vais dire, d'échanges afin que chaque équipe soit professionnelle dans ce métier pour assurer la gestion durable de cette aire marine protégée. Pour terminer, il y a pas mal de perspectives qu'on est en train d'établir actuellement avec Smailo. Il y a par exemple les projets de la photographie du fond marin de Nusiar. C'est un grand projet qui va réaliser l'année prochaine, par exemple. On est en train de se préparer à ce projet-là. Il y a aussi le projet d'expédition, puisque Nusiar, c'est roche karstique, donc il y a des grottes, de l'expédition au niveau des grottes au niveau de cette île. Il y a aussi la labellisation de Nusiar qui est en cours actuellement. Donc, il y a d'autres perspectives, c'est de maintenir l'intégrité de l'écosystème parce que le niveau de menace pour le parc est actuellement faible. Normalement, si c'est faible, il faut qu'on essaie de maintenir ce niveau de menace. Et le dernier, je vais dire, le projet qui est en cours, c'est la réalisation du projet avec le PCD de KfW, c'est la pêche côtière durable qui pourrait améliorer la vie des pêcheurs locaux au niveau de cette aire marine protégée. Voilà donc ce que j'entends, l'intégration de ressources par rapport au développement de zones des îles. Voilà, merci de votre aimable attention. Comme Jonas at Nusiar Park. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Hervé, pour cette présentation complète. Et je pense que l'aspect d'intégration et de lien avec les communautés dans la gestion du parc est particulièrement intéressante. Et je pense qu'on aura certainement des questions à ce niveau-là. Je vous rappelle peut-être à tous les intervenants, essayez de limiter votre présentation vraiment à 10 minutes. Là, on a un peu dépassé, on est en train de dépasser le temps.
Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Jean-Hervé. Et je passe donc la parole à Boshra Nabli. J'en profite peut-être juste avant de présenter Boshra Nabli. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez déjà les poser dans le chat et comme ça, on les prépare en avance pour la session de questions-réponses. Donc, Boshra Nabli, qui est membre du conseil municipal de Kerkena et présidente du comité insulaire de Smailo. L'archipel donc de Kerkena qui fait face à des forts enjeux de gestion des déchets, notamment des déchets plastiques, et en particulier qui sont en lien avec les activités de pêche. Et en même temps, on peut voir que le Kerkena a vraiment su mettre en place des solutions pratiques, pragmatiques et efficaces, durables. Et donc, on est vraiment heureux de vous accueillir, Boshra, pour en savoir un peu plus, notamment sur ces projets, mais aussi tous les autres projets de gestion durable que vous avez mis en place. Donc, Boshra, est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, très bien. Bon. Je vous laisse la parole. Bonjour à vous tous. L'île Kerkena, c'est un archipel composé de deux îles peuplées, mais habitées, mais 6 îlots inhabités. Elle se situe au sud de la Méditerranée, au nord de l'Afrique, à l'est de la Tunisie. La superficie totale, elle est de 150. Ça, le PowerPoint. Bon, la superficie totale, elle est de 150, oui, c'est ça, merci, 250 km², le nombre d'habitants de 15 000 résidents, mais multiplié par 20 pendant la période estivale, ils sont de 300 000 habitants, comme vous le voyez. Bon, on a plusieurs atouts à l'archipel de Kerkena. Les atouts sont, c'est que dans la 3e page, on voit que Kerkena possède des monuments historiques qui datent de l'époque phénicienne, romaine, etc. Donc, elle possède aussi une biodiversité exceptionnelle. Elle est la capitale de la poulpe, par exemple. On voit ici des richesses marines et des richesses terrestres. Pour les défis, comme toutes les îles, notre grand problème, c'est l'isolement, parce que la liaison entre l'archipel et la ville de Sfax est assurée par les louds. Les louds, ce sont des grands navires. La durée du trajet est de 1h15. Donc, on cherche à avoir des navires à grande vitesse. On a aussi des défis économiques, l'agriculture, mais surtout la pêche, le tourisme, etc. Et des défis de l'environnement parce que l'érosion atteint en moyenne, l'érosion marine, la mer envahit 1 cm par an de Kerkena. C'est le double de la moyenne mondiale qui est 0,5 cm parce qu'elle est de relief basse. On va insister sur 2 exemples de bonnes pratiques, des exemples de solutions fondées sur la nature et qui sont des décisions partagées. Le premier exemple, on voit ici la pêche. La pêche, c'est une tradition très ancienne autour de laquelle se structure l'économie et la vie sociale dans l'archipel. Certains types de pêche ont une origine antique. En particulier, on voit ici de l'époque romaine, on a les pêcheries fixes qui s'appellent charfia. Donc, il y a aussi les pièges comme les nasses à poissons, les pierres creuses, les gargolettes, etc. Ce sont des pièges aux poulpes. Mais on a aussi les nasses fabriquées en argent de palmier tout au centre. Ce sont des nasses traditionnelles. Mais malheureusement, ces méthodes traditionnelles sont en train de disparaître et d'être remplacées par d'autres méthodes qui menacent l'environnement et épuisent la nature, telles que le chalutage et l'utilisation des nasses en plastique, celle qui est en vert. Donc, comme solution, on va juste en haut, on va vers l'inscription de la charfia de Kerkena sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Mais on a une autre solution avec Smailo.
dans notre page, on voit qu'on a un projet qui s'appelle Drina. Drina, c'est le nom des nasses traditionnelles, fabriquées surtout par la femme, on voit ici. Donc, le projet Drina a pour but de faire sortir les déchets des nasses en plastique et de ne pas les laisser, ces déchets, dans la mer. La carte montre que beaucoup de pièges des déchets des nasses en plastique sont tout autour de l'île. Donc, comment on a essayé d'installer des unités de recyclage de ces plastiques sur l'île, inciter les pêcheurs sur l'idée de gagnant-gagnant. Ils apportent leurs déchets, en contrepartie, ils ont ou bien de l'argent ou bien du gasoil. Et ça, c'est le but immédiat, c'est de faire sortir ces déchets de la Méditerranée. N'oublions pas que Kerkena est situé dans le golfe du Gardès, qui est le pépinière de la Méditerranée, donc ça va influer négativement sur la fortune de la pêche de toute la Méditerranée et non pas de Kerkena seulement. Donc, mais à long terme, on a pour but de ne pas utiliser ces nasses en plastique. Donc, on voit ici qu'on a construit des centres de formation pour la fabrication des nasses en osier ou bien des nasses en argent de palmier. La priorité dans ces projets sera pour les femmes. Et ça, c'est notre premier exemple. Notre deuxième exemple, c'est dans l'agriculture. Notre problème ici, l'agriculture en tant que production végétale et animale. Kerkena possède un climat méditerranéen aride. La rareté des ressources hydriques, la salinité des sols sont des obstacles pour la production des oliviers, des céréalicultures, notamment l'orge, ainsi que de l'élevage. Pour un usage domestique, voire même agricole, on note que presque chaque maison est dotée de citernes en pierre, maçonnées ou en béton, pour la rétention des eaux de pluie douce. Il y a aussi, on voit des citernes publiques qui datent de l'époque romaine, qui ont été construites dans les terres agricoles pour l'irrigation. Ce réseau de citernes nécessite des travaux de restauration, voire même de reconstruction parfois. Et c'est ça notre deuxième projet avec Smailo. On a pour but la réparation de 16 citernes publiques. Donc, tous ces projets, et on a beaucoup d'autres projets, sont traités avec une approche participative dans la municipalité de Kerkena. On voit qu'on travaille avec les jeunes, on travaille avec les enfants aussi, pour la conscience, pour changer le comportement aussi. Et la municipalité de Kerkena rassemble les citoyens et la société civile, soit dans l'assemblée municipale, on voit ici une réunion dans l'assemblée municipale, ou bien dans les différents comités et surtout la comité insulaire que je représente, dans laquelle cette comité insulaire a choisi le plan stratégique. On fait le diagnostic d'abord, puis le plan stratégique de l'île, puis on discute les méthodes de développement durable qui respectent la fragilité de l'île et visent à économiser l'eau, l'énergie et les ressources dans les différents secteurs de l'économie. Nous voilà dans la dernière réunion en train d'aborder les enjeux d'économie d'énergie avec une collaboration avec Smailo pour installer une énergie publique avec des ampoules en LED économique d'énergie et puis l'usage de l'énergie photovoltaïque pour l'éclairage public dans certains bâtiments publics et puis le tourisme durable. Le tourisme durable et qu'on n'a pas malheureusement le temps d'en parler, mais merci pour cette occasion que Smailo nous permet d'échanger et partager l'expérience avec nos amis les insulaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boshra, pour cette présentation. Et
c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder tous les aspects que vous avez mis en place et qui sont vraiment des exemples très parlants. Et surtout, on voit que l'implication de tous les acteurs du territoire est essentielle pour réussir à changer et instaurer une dynamique différente de gestion durable sur le territoire. Mais on aura l'occasion, pendant la session de questions-réponses, peut-être d'aborder d'autres projets. En tout cas, je voudrais juste souligner l'importance de cette solution qui est très, très efficace, donc de collecte des DRINA qui ensuite avec l'objectif de revaloriser ces déchets plastiques, mais surtout vous avez été en mesure de créer cet incitatif, cette incitation pour les pêcheurs de collecter ces DRINA grâce à le paiement donc, qui est fait grâce à la taxe Ecolef. Et c'est vraiment un problème. Donc, ça représente 600 tonnes de plastique chaque année qui sont déversées dans la mer. Donc, de vraiment avoir trouvé cette solution et d'avoir réussi à la mettre en place, c'est vraiment un très bel accomplissement. Donc, encore bravo à vous tous et merci pour cette présentation. Je passe donc la parole à Marie Cortés, qui donc est responsable du service mer et littoral à la ville de Marseille. Donc en France. L'un des attraits principaux peut-être de l'archipel du Frioul tient à son exceptionnelle flore et faune, qui sont peut-être encore plus exceptionnelles quand on sait que c'est l'un des sites les plus arides de France. Et aussi donc, sa proximité avec le littoral en fait une destination qui est très prisée par des visiteurs qui viennent un peu des 4 coins du monde. Donc Marie, peut-être est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les enjeux qui se présentent sur ce territoire et les solutions durables que vous envisagez, que vous avez déjà mis en place et celles que vous envisagez pour le futur? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de commencer ma présentation directement sur la base des slides qui ont été préparés. J'espère que vous les voyez. Je ne sais pas si c'est bon pour vous. Oui, c'est bon. Ok, donc j'attaque vite étant donné le temps imparti à respecter. Je vais essayer de… Voilà. Donc effectivement, l'objectif de cette présentation, c'est de vous faire connaître très rapidement les enjeux et les pistes de solutions qu'on a commencé à mettre en place pour cet archipel du Frioul. Donc, pour vous le situer, ma collectivité, donc la ville, l'administration pour laquelle je travaille, c'est donc la ville de Marseille, qui est une ville de taille très importante, considérée comme la seconde ville de France, qui regroupe un peu plus de 800 000 habitants et qui est intégrée elle-même dans une métropole et un tissu urbain encore plus important. Marseille bénéficie donc d'une rade en Méditerranée qui accueille 2 archipels, l'archipel de Riou, qui est un archipel inhabité, et l'archipel du Frioul, qui nous concerne aujourd'hui. Cet archipel est distant d'environ 7 km de Marseille, donc contrairement à la situation qu'a évoquée Madame Nabli à l'instant, on a une proximité très proche avec le tissu urbain. On a des navettes maritimes qui déversent des flux continus, alors bien sûr beaucoup plus importants en saison estivale que dans le reste de l'année. Donc sur cet archipel, on va retrouver 4 îles, plus exactement 2 îlots et 2 îles principales que je vous présente là. Donc, on a l'îlot Tiboulen, qui est un tout petit îlot inhabité, qui est en cours de transfert au Conservatoire du littoral en vue de sa protection. On retrouve un second îlot qui accueille le château d'If, qui est célèbre pour certains, qui évoquera certains romans, et celui du comte de Monte Cristo notamment, qui est une propriété d'État et gérée par le ministère de la Culture. Et on retrouve enfin 2 îles de taille bien plus importante, avec des caractéristiques différentes, puisque l'île de Pomègue se compose essentiellement d'espaces naturels, à 90%, sans compter peut-être les bâtis, mais c'est une majorité, qui sont des propriétés du Conservatoire du littoral. Et qui sont, nous le verrons, en cogestion dédiée à la ville et au parc national. Et sur l'île de Ratonneau, qui est l'île qui regroupe à la fois le plus d'enjeux, car elle a à la fois des espaces naturels, une zone de village avec des habitants à l'année, une zone qu'on appelle urbaine, qui est en fait le pendant des espaces naturels, et même une zone portuaire. Donc,
pour vous présenter cette proportion. Sur cette carte, vous voyez apparaître en vert les zones d'espace naturel, en orange les zones qu'on va appeler urbanisées. Il faut savoir que Marseille a la chance d'accueillir depuis 2012 sur son territoire le parc national des Calanques. Ce partenaire, donc la définition de ce parc inclut l'île, l'archipel du Frioul en cœur de parc. Donc les espaces naturels que vous voyez là sont classés cœur de parc et à ce titre bénéficient d'une protection particulière. Les espaces urbanisés sont quant à eux en aire d'adhésion, évidemment, étant donné leur proximité, mais autorisent des pratiques un peu plus élargies. Et bien sûr, l'aire marine qui entoure l'archipel, tout comme la rade de Marseille, est une aire maritime adjacente. Donc, chacun de ces espaces a présenté des réglementations particulières de protection, d'usage et aussi d'intervenants. Sur cette photo, vous pouvez distinguer cette proximité avec en premier plan donc, la roche blanche du Frioul, très caractéristique avec sa végétation assez rase. Nous avons, pour un climat très aride et avec une forte contrainte de vent, derrière, nous avons le noyau villageois. En arrière-plan, vous devinez l'île Audif avec son château. Et enfin, la rade de Marseille. Et on comprend bien tout l'enjeu de protection, mais aussi de valorisation et de connaissance par rapport à une ville de cette taille sur une proximité aussi forte. Le premier enjeu, clairement, sur nos axes de travail sont la mise en cohérence et l'optimisation des relations entre les différents acteurs du territoire. Ce premier enjeu nous a amené à demander l'aide et le partenariat de Smailo, pour lequel nous comptons donc débuter une procédure de labellisation dès cette année. Les acteurs rapidement présentés sont tout d'abord le village avec ses habitants, donc 200 à l'année. Il faut savoir que sur les 200 hectares de l'archipel, le tourisme est évalué à environ 400 000 visiteurs par an. Donc, on peut imaginer la pression que peuvent représenter ces fréquentations, qui peuvent être diverses, tant tournées vers les plages que par la découverte de ces milieux naturels. On accueille aussi des activités économiques, des petits commerces de bouche qui sont saisonniers, mais aussi une activité de ferme aquacole bio qui reste compatible avec l'activité tolérée en cœur de parc, qui se passe plutôt bien. Mais là encore, avec une nécessité d'envisager ou pas un développement de ces activités. Nous avons des acteurs locaux, que ce soit les associations ou des comités d'intérêt de quartier. Et ensuite, les acteurs, on va dire, un peu plus spécifiquement tournés vers la gestion, puisque l'on retrouve le Conservatoire du littoral, qui est donc propriétaire des espaces naturels et qui a confié la cogestion de ces espaces naturels à la fois au Parc national des Calanques et à la ville de Marseille. Donc le parc national y est bien évidemment, comme sur le reste de son territoire, très présent, notamment par le biais de ses éco-gardes dédiés au territoire. La ville de Marseille, quant à elle, et par le biais de mon service, est présent à différents titres, mais le principal, c'est la création d'une patrouille municipale qui permet tant en mer que de manière terrestre de venir compléter les équipes justement d'éco-gardes du parc national, voire de mener des missions qui nous sont propres, comme le contrôle des circulations ou même l'entretien de ces territoires. La ville de Marseille possède aussi des compétences en tant que police municipale ou marin-pompier, mais ne possède pas de service public sur l'île directement. La métropole, qui est une échelle supplémentaire de l'administration, qui intervient au titre des compétences portuaires, déchets et transports. Donc là aussi, on retrouve des compétences essentielles pour notre future labellisation et vers une progression vers une gestion durable. Voilà, je mets en lumière de manière un peu longue cet enjeu-là parce qu'il est pour nous vraiment le premier enjeu qui détermine la totalité de nos actions, en tous les cas qui conditionnent leur succès. Pour illustrer quand même sur cette table ronde les différentes pistes que nous avons déjà initiées, heureusement, nous
nous sommes sur un premier projet qui est un projet Habitat Calanque, qui est un programme de financement européen LIFE. La ville n'est pas seule hein, sur ce projet-là, puisque à la fois le parc national, mais aussi l'université ou le conservatoire botanique font partie, bien évidemment, de ce groupement bénéficiant de cette action collective. L'objectif premier consiste à arracher les espèces exotiques envahissantes comme l'agave, qui se développe à outrance et au détriment des espèces endémiques. Ces espèces endémiques, comme l'astragale, sont donc, par le biais de ce programme, replantées après avoir été cultivées en pépinière. Donc, c'est un programme qui se déroule jusqu'en 2022, pour lequel des premières phases ont été réalisées et d'autres sont en cours de programmation. Et la ville souhaite le compléter rapidement par un projet qui est encore en étude, qui permettrait de transformer un patrimoine important de l'archipel, qui est un patrimoine militaire, des vestiges militaires. Là, en l'occurrence, on parle d'un hangar, pour pouvoir accueillir sur l'île un lieu de compostage et de valorisation de ces déchets. L'objectif étant d'arriver à une gestion non pas en toute autonomie, mais de réduire au maximum les impacts dus au transport, les impacts bien évidemment sur l'environnement, mais aussi financiers. Concernant les autres initiatives, on souhaitait aussi citer un investissement particulier mis pour la restauration de sentes et de bordures qui nous permettent, pour éviter notamment des dégradations par piétinement des espèces. Et ce sont des chantiers qui sont menés par des matériaux directement issus du site, sur des techniques ancestrales. Et le second objectif de cette action, qui est en réalité chaque année sur des points différents, est aussi de pouvoir former des personnes par le biais de chantiers bénévoles à ces techniques ancestrales et à ces projets à réaliser en pierre sèche. Alors, je continue. Je tiens le bon, Martha, j'ai fini. Les derniers projets que je souhaite sur 1 minute. On est donc sur un renouvellement possible, une étude en tous les cas sur le renouvellement de la station d'épuration. Et là encore, on retrouve notre premier enjeu de concertation, puisque l'objectif serait de coupler ce chantier-là avec d'autres pour une réutilisation notamment des terres qui seraient générées. Et je ne peux pas finir sans parler un tout petit peu du milieu marin, qui est quand même, pour une direction de la mer, essentiel, puisque l'archipel accueille entre autres un sentier sous-marin que nous entretenons et valorisons chaque année, qui est en accès libre, qui permet de découvrir et de sensibiliser les populations. Et nous allons chercher cette année une labellisation pour une aire marine éducative, qui est en fait l'appropriation par un comité d'enfants et par des scolaires d'un territoire littoral et marin, et un portage d'enjeux et de propositions pour les décideurs des collectivités. Voilà, donc ce sont des pistes très rapidement évoquées, mais qui sont celles que nous travaillons pour tendre vers un développement et un vrai devenir pour ce joyau qui habite la rade de Marseille. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marie, et merci pour cette présentation qui est très complète. On a hâte, en tout cas, chez Smilo, de débuter ce processus de labellisation avec vous, et on voit les nombreux avantages du site qui est exceptionnel, et voilà, on espère continuer cette collaboration. Nous aussi. Donc, je passe la parole maintenant donc, à notre dernier intervenant, qui est Christophe Carbou. Je le rappelle à tous, donc, directeur du pôle innovation, incubateur et accélérateur d'entreprises innovantes à l'ADECAL Technopole. On a vu donc la Nouvelle-Calédonie a placé au centre, a réservé, disons, une place centrale à la protection de la biodiversité dans sa stratégie de croissance dans le Pacifique. Christophe, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette stratégie, et de manière peut-être plus générale, quelles sont les solutions durables qui ont déjà été mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie? Merci. Oui, bonjour tout le monde. Enfin, bonsoir pour moi. Hein. Je suis sur un créneau horaire et un fuseau horaire bien plus avancé que vous. Il fait nuit noire. J'espère que vous m'entendez bien aussi, parce que je suis au bout d'un hub sous-marin et je suis vraiment aux antipodes. J'espère que tout passe bien. Le son et l'image, super. Ce que je vous propose, je vais partager mon écran.
Voilà. OK. Eh bien, écoutez, donc voilà, je suis effectivement le directeur du pôle innovation à la Décale Technopole, qui est une agence de développement économique, mais qui fait aussi de l'expérimentation agricole, aquacole, dans un but d'obtenir une autonomie alimentaire beaucoup plus marquée du territoire. Pour cette session sur le développement durable des petites îles, je vous propose d'illustrer l'approche qu'a adoptée la Nouvelle-Calédonie pour répondre aux défis de la gestion intégrée des ressources naturelles de son territoire, et notamment du parc de la mer de Corail, et ainsi faire de la préservation de la biodiversité calédonienne un moteur de croissance dans le Pacifique. Avant tout, je vous propose de faire très rapidement, en quelques minutes, une rapide présentation du territoire et de ses spécificités. Vous comprendrez alors mieux les enjeux. Par rapport à tout ce qui a été présenté là, on va changer de lieu et on va changer d'échelle. Nous sommes situés aux antipodes de l'Europe. Le territoire est distant de plus de 16 000 km de la France. On est aussi à 1400 km de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cette collectivité qui relève de la souveraineté française depuis le milieu du 19e siècle a une emprise maritime assez étendue. La zone économique exclusive représente 13% de la ZEE française. La Nouvelle-Calédonie est composée d'un ensemble d'îles et d'archipels d'Océanie, situés en mer de Corail, dans l'océan Pacifique Sud. L'île principale, la Grande Terre, là, que vous voyez, mesure quand même 400 km de long et près de 64 km sur sa plus grande largeur. Pour illustrer, c'est l'équivalent en Europe, en longueur et en largeur, de la chaîne des Pyrénées de Biarritz à Perpignan. Donc, c'est l'une des plus grandes îles en fait, de l'Océanie. Et ce grand territoire abrite finalement une population plutôt faible, puisque nous sommes 270 000 habitants, les 2 tiers étant situés autour de Nouméa. C'est une terre d'exception parmi les territoires insulaires du Pacifique Sud. On a un PIB proche de celui de l'Australie, supérieur à la Nouvelle-Zélande, qui se distingue du coup de l'ensemble des autres territoires océaniens dans ce sens. Et la Calédonie est confrontée aux problématiques classiques des économies insulaires. On a aussi l'héritage d'un passé, d'une histoire coloniale, et on a un profil d'économie de rente historiquement centré sur l'exploitation de la ressource par essence finie, qui est le nickel. On estime que 20 à 30% des réserves mondiales de nickel se trouvent en Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait un élément très différenciant. Nous construisons notre économie sur le nickel historiquement et absolument pas sur le tourisme. Cependant, les inégalités sociales restent fortes. On a 17% de taux de pauvreté et les potentialités de l'archipel qui permettraient d'explorer des alternatives aux activités minières sont encore insuffisamment valorisées. Autre particularité, le statut au sein de la République française, avec une très large autonomie dans son fonctionnement, qui en fait nous confère l'essentiel des prérogatives nécessaires à notre développement. On légifère en Nouvelle-Calédonie sur beaucoup de choses. Par ailleurs, le territoire se questionne par voie référendaire depuis 2018 sur son indépendance et le sujet n'est pas tranché. Et nous connaîtrons dans 4 semaines un nouveau référendum sur la question. On a un fait marquant. Alors là, je vous présente une carte étendue à la zone maritime. En 2012, la Nouvelle-Calédonie a annoncé l'intention de se doter d'un parc naturel couvrant tout son espace maritime. Et il a été créé en avril 2014. C'est la plus grande aire marine protégée de France. Elle couvre une surface de 1,3 million de kilomètres carrés et c'est la 4e aire marine protégée du monde. Ce parc accueille une très grande diversité de mammifères marins, d'oiseaux marins nicheurs, de poissons, mais aussi quelques-uns des derniers récifs coralliens encore dans un état quasi vierge de notre planète, les fameux récifs sauvages ou pristines. Donc voilà le tableau brossé. Vous avez un territoire historiquement centré sur l'exploitation du nickel qui présente encore 95% des exportations en valeur, un tissu économique dynamique mais encore trop centré sur son marché intérieur, des atouts certains par une biodiversité remarquable, faisant de ce territoire, on considère que c'est le 2e hotspot mondial de la biodiversité. On a un taux d'endémicité de 80% sur la biodiversité terrestre, par exemple. Tout ceci confère aux espaces naturels de la Nouvelle-Calédonie une valeur patrimoniale évidente qu'il convient de préserver pour le bien-être des populations locales et garantir surtout les conditions d'un développement durable et résilient. Il
Face à la globalisation, face à la réalité du changement climatique, la Nouvelle-Calédonie entend transformer son modèle de développement en misant sur son avantage comparatif lié à ce capital naturel et à son capital humain. Alors, la concrétisation de cette démarche, c'est une des démarches, je souhaitais illustrer celle-là, ambitieuse de changement de paradigme de son développement économique national en 2017, qui s'appelle Territoire d'innovation. Et l'ambition est clairement la transformation du modèle de croissance de la Nouvelle-Calédonie en structurant de nouveaux axes de développement, faisant de la préservation de la biodiversité un levier de développement et mettant l'ensemble du parc naturel de la mer de Corail au service de l'ambition de transformation du territoire. Donc, ce projet se découpe en différents axes. Dans le cadre du temps imparti, je survolerai l'axe 1 et l'axe 2. L'axe premier, c'est mettre les activités d'observation au service d'un triptyque préservation, recherche, valorisation économique. Le deuxième axe, c'est développer des filières d'économie locale contribuant à la préservation et à la valorisation de la biodiversité, tout ce qui est biotechnologie et économie autour de cette dynamique-là. Je tiens quand même à préciser que la valorisation de la biodiversité, c'est également l'ambition de concilier les savoirs traditionnels, c'est un point important, comme un axe de développement à part entière, permettant l'inclusion des populations, notamment océaniennes et kanaks. Enfin, le troisième axe, qui est vraiment sur lequel on illustrera davantage par rapport aux propos de ce jour, permettra de mettre en place les conditions d'un tel changement, notamment par la conduite du changement en accompagnant les populations dans l'évolution dans leur mode de consommation. Ça, c'est un point très important. Cette ambition de transformation territoriale doit s'ancrer au plus profond de toutes les strates de la population calédonienne. On a appris en septembre 2019 que nous faisions partie des 24 lauréats de cet appel à projet. On est le seul territoire ultramarin à être retenu. Et très rapidement, vous avez en bas les quelques chiffres clés, 18 actions engagées, un budget estimé à 72 millions d'euros d'investissement sur le territoire par les parties prenantes, avec une intervention de la Banque des territoires, Caisse des dépôts, à hauteur de 6 millions en subventions et 8,7 millions en prise de participation. Alors, de manière très concrète, et pour illustrer par rapport aux propos du jour, les objectifs, notamment dans les changements dans les façons de faire et de consommer sur le territoire, on souhaite aller dans une dynamique forte d'économie linéaire vers une économie circulaire. C'est déjà le cas par des décisions, par des lois de pays. Il faut savoir que la Calédonie a décidé de bannir officiellement tous les objets en plastique à usage unique, non compostables et non recyclables. Suivront très prochainement les gobelets, verres, tasses, assiettes, pailles ou encore coton-tige en plastique. Interdiction d'importer, interdiction de fabriquer sur place. Mais nous avons d'autres axes que nous travaillons, et notamment dans le cadre de territoires d'innovation. 3 exemples ici, avec la société A2EP, qui vise à la conception et la réalisation en Nouvelle-Calédonie d'une unité industrielle permettant la pyrolyse des déchets plastiques pour produire de l'énergie. Vous savez qu'il y a plus de 400 millions de tonnes de plastique produits par an dans le monde, 10 millions finissent dans les océans. En Nouvelle-Calédonie, on importe à peu près 10 000 tonnes par an qui finissent systématiquement en décharges organisées ou décharges sauvages. Et l'objectif est, par une conversion en thermochimie, par pyrolyse, de réussir à résoudre et réduire cette volumétrie de déchets. Un deuxième axe, c'est la valorisation des déchets de poissons. Par la pêche hauturière et la pêche artisanale, on produit environ 1200 tonnes de déchets organiques sur le territoire, qui aujourd'hui partent là aussi en décharge. Et l'idée, c'est, par notamment la transformation en hydrolysa, d'en faire des coproduits destinés à l'agriculture ou aux biotechnologies. On a déjà un démonstrateur à l'IFU qui est opérant depuis 3-4 ans, qui permet à l'échelle de gros laboratoires, une petite unité de production, on va dire, de traiter 15 tonnes par an. On souhaite aller à 1200 tonnes par an. Et enfin, le dernier sujet, c'est le recyclage systématique des bateaux de plaisance en fin de vie. On estime que d'ici fin 2025, il y aura 7300 navires de plaisance sur le territoire qui seront en fin de vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aucune filière n'est organisée. Ce sont des bateaux qui sont parfois coulés au large, abandonnés dans les rades. Et l'idée, c'est d'aboutir à un traitement de ce gisement. 7300 navires, c'est près de 21 900 tonnes de déchets, sur lesquels il y a une volonté d'aboutir à un traitement total. Alors, l'accastillage, c'est assez facile et c'est déjà organisé, mais le vrai nœud du problème, ça va être pour ces bateaux qui, pour nombre d'entre eux, ont une coque en composite, le retraitement du composite pour en faire un nouveau matériau intrant, par exemple pour faire du mobilier
public. Voilà les axes pour traiter très rapidement le sujet, sur lequel la Nouvelle-Calédonie souhaite aujourd'hui s'engager dans le cadre d'un développement durable et responsable. Merci à vous et je suis à votre disposition. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation. On a déjà donc des questions qui apparaissent dans le chat, notamment concernant donc la Nouvelle-Calédonie. Donc je vais peut-être directement poser cette question. Alors je vais juste la reprendre si elle veut bien apparaître. En tout cas, merci déjà à tous pour vos présentations. Et donc, on va commencer maintenant la session de questions-réponses. Aussi, donc aux autres intervenants, si vous souhaitez poser des questions ou voulez réagir par rapport à certaines présentations, n'hésitez pas. Donc, on a une première question qui est en anglais, je vais la traduire en même temps. Donc, considérant que 99% de la population de Nouméa est fluent en français, mais seulement 20% peut parler des langues kanak. Est-ce qu'il y a une tentative pour que les Européens fassent plus d'efforts pour apprendre les langues indigènes dans un esprit de coopération et de solidarité? C'est Erin McWilliams qui pose cette question. Alors, toute la difficulté, enfin, une des grandes difficultés, c'est qu'il n'y a pas qu'une langue kanak. Il y a une trentaine de langues vernaculaires qui, d'ailleurs, parfois ne permettent pas aux populations kanak de se comprendre entre elles. Donc, le français est devenu très rapidement la langue de communication sur l'ensemble du territoire. Il y a des efforts qui sont faits. Dans les écoles, il y a une volonté de se rapprocher. Mais il faut bien comprendre que vous adressez par une langue une population, une micro-population, et qu'il faudrait apprendre dans l'absolu une quinzaine ou une vingtaine de dialectes pour pouvoir adresser l'intégralité de la population kanak mélanésienne sur la place. Mais par contre, il y a un effort de fait pour que cette langue ne se perde pas et que pour les natifs, pour la population locale, elle puisse maintenir un bon niveau d'apprentissage et d'entretien de ces langues vernaculaires. D'accord, très bien. Je dirais que le principal problème en Calédonie est plutôt d'apprendre l'anglais. On est en zone océanienne, avec un voisinage très proche de pays anglo-saxons, et on a cette particularité, ce tropisme de langage français. Et je pense que l'effort qui doit être fait sur le territoire est aussi et surtout d'aller appréhender avec plus de facilité l'anglais pour pouvoir communiquer avec nos voisins directs. Très bien, merci Christophe. J'espère que ça a répondu à la question. On a maintenant une question de Abigail Marie-Moore qui demande, donc elle aimerait en savoir un peu plus, Fred, sur les post-larves et comment les communautés peuvent élever donc, ces espèces qui ont une valeur nutritionnelle et donc aussi la nourriture donc, qui est utilisée pour les larves, est-ce qu'elle est utilisée de façon soutenable d'un point de vue économique et écologique? Et enfin, que faut-il pour commencer un programme dans une communauté pour les poissons qu'on relâche? Comment peut-on savoir s'ils survivent et s'adaptent à la vie dans la nature? Alors, merci pour cette question parce qu'effectivement, elle est essentielle. Il faut savoir que les larves sont attrapées avec des pièges lumineux la nuit. Et dans ces pièges lumineux, le matin, en plus des larves, il y a tout ce qui existe, tout le plancton, tous les micro-organismes qui existent dans la mer. Donc, dans un premier temps, on ne cherche pas à déstabiliser les larves. Elles se renourrissent elles-mêmes de ce qu'on peut attraper et remettre dans les petits bassins d'élevage. Il faut savoir qu'elles restent que 3 mois. Mais en 3 mois, il y a vraiment un challenge, c'est-à-dire qu'on veut obtenir un grossissement. Et effectivement, on met un complément alimentaire qui est de la farine d'insectes. C'est quelque chose qui est totalement globalisé dans le monde aujourd'hui, totalement bio. N'importe quel site dans le monde peut élever ces mouches qui engendrent ce qu'on appelle des asticots, des vers, et ces vers-là qu'on transforme en farine. Nous, on ne le fait pas, mais on a la chance d'avoir trouvé quelqu'un sur Palawan qui le fait et qui a obtenu un label par rapport à cette alimentation. Toutes les populations peuvent passer dans ce système, dans ce circuit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec la disparition des ressources halieutiques, on a des espèces qui deviennent un peu invasives,
qu'on retrouve en Méditerranée, c'est-à-dire le poisson lapin, c'est la sope, c'est un poisson à faible valeur gustative si on le compare au loup, à la dorade, au denti. Et en Asie, c'est exactement la même chose. Le poisson lapin devient invasif et quand on arrive à attraper ces masses de larves dans les pièges lumineux, ce qu'il faut, c'est surtout pas les élever pour les remettre dans le circuit normal de la mer, c'est les donner aux populations qui elles-mêmes vont les élever et se nourrir avec. Et automatiquement, c'est comme ça qu'on va ralentir les pressions de pêche quand on veut soutenir une baie, c'est qu'on compense totalement. Les principales actions qu'il faut avant de démarrer un programme comme ça, c'est créer des zones d'air marine protégées pour que les relâchés puissent survivre et être contrôlés. Donc l'engagement des populations à surveiller elles-mêmes les sites, à entretenir elles-mêmes les sites. Et ce que je peux, c'est communiquer directement avec cette personne en dehors du webinaire d'aujourd'hui pour lui donner un peu toutes les filiales et toutes les astuces. Oui, très bien. Peut-être dans le chat, Fred, tu pourras mettre ton adresse email ou pour que les gens puissent aussi te contacter directement. On a aussi beaucoup de questions qui sont en train d'apparaître. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes. Donc, c'est pour ça, si jamais on vous encourage tous à contacter après les intervenants pour poser aussi vos questions et échanger. On a une question de Tina Martin de Columbia University qui demande à Jean Hervé quel type d'indices sont utilisés pour mesurer l'impact des actions de gestion des ressources et quels impacts anticipez-vous dans le contexte de la pandémie afin de maintenir cette gestion efficace du parc? On ne vous entend pas, Jean Hervé. Il faut allumer votre micro. Oui, on vous entend. Ça va? Nous avons ce qu'on appelle plusieurs outils. Parmi les outils, c'est IEG, indice d'efficacité de gestion. Cet indice d'efficacité de gestion regroupe 31 questions, à commencer par la limite, la population, toutes, je veux dire, ce qui concerne la gestion d'air protégé sont dans ces 31 questions. Si on arrive à répondre à ces 31 questions, on a un score par rapport, je veux dire, au taux de niveau de la gestion à travers cet indice-là. Nous avons également d'autres outils au niveau des écosystèmes. Ça s'appelle MIRADI. C'est une évaluation des menaces, de niveau de menace. Donc, il y a aussi des différentes questions à l'intérieur, mais il y a des scores. On arrive à voir est-ce que le niveau de menace est faible, moyen, haute ou très haute, en fonction de la réponse. Donc, Madagascar National Parks travaille vraiment à ce niveau, surtout dans deux outils que j'allais dire. C'est le MIRADI, c'est pour le niveau de menace, et le IEG, c'est pour l'indice d'efficacité de gestion. Voilà. Très bien, merci Jean-Hervé. On a une question maintenant de Erin McWilliams pour Marie, donc, qui dit, je traduis en même temps, donc Marie, vous avez mentionné qu'il y a un espoir de peupler davantage le Frioul. Le village développe-t-il des incitations pour attirer de nouveaux résidents? Et existe-t-il des sources de subsistance viables au niveau local ou est-ce que le trajet jusqu'à Marseille serait plus réaliste pour la plupart des personnes qui y vivent? Alors, de l'espoir, il y en a, heureusement. Le développement, il peut être, aujourd'hui, il n'est pas canalisé. C'est-à-dire que l'attente exprimée de l'ensemble des acteurs, c'est d'arriver à déterminer ensemble quel devenir on veut pour cette île. Il est possible aujourd'hui d'habiter à l'année sur le Frioul. Les trajets sont suffisamment réguliers et courts
pour permettre aux gens d'avoir une vie, de se rendre sur le continent pour y travailler, pour s'approvisionner, ou voire pour peut-être même scolariser des enfants, même si c'est quand même un petit peu compliqué. Mais la volonté n'est pas vraiment affirmée en ce sens, sachant que nous n'avons pas de service public sur l'île et nous n'avons pas de commerce d'alimentation en dehors des restaurants. L'objectif de la mairie n'est pas de développer forcément la zone du village. L'objectif, c'est plutôt de le développer sur un tourisme mieux géré. On a notamment un centre de vacances qui fonctionne assez bien, qui permet à la fois d'accueillir des colonies sur de la découverte du milieu ou des conférences. L'objectif serait plutôt de décliner ce genre d'activité tertiaire, si je puis dire, de décliner un tourisme à la journée, mais il n'y a pas de volonté de créer ni des habitations supplémentaires, ni de développer par exemple de l'hôtellerie. On souffre déjà d'un manque de gestion des locations saisonnières, notamment Airbnb, ce genre de choses. L'objectif, c'est plutôt de pérenniser une solution cohérente sur les offres déjà existantes avant d'en développer d'autres. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Très bien. Non, parfait, merci Marie. On a une question donc, pour Boshra de Madron Cabrestante du Palawan Council for Sustainable Development Staff. Donc la question c'est comment est-ce que vous gérez, vous entretenez les réserves d'eau publiques et qui assure la sécurité et assure la qualité de l'eau? Boshra, je ne sais pas si vous voulez répondre dans la mesure où c'est un projet qui va commencer, peut-être que vous voulez spécifier. Oui, pour ce projet, ce sont des réserves qui vont capturer l'eau douce de la pluie. Donc, on va épargner l'eau parce que pendant la saison sèche, on va utiliser cette eau. Donc, c'est de l'eau de la pluie. Pour ce projet, c'est vrai pour l'irrigation, pour l'agriculture, mais il va aussi pour lutter contre les moustiques. Je n'ai pas parlé parce que c'est faute de temps, mais deux parmi ces 16 donc, il y a deux parmi eux qui vont être consacrés pour les bactéries, pour lutter contre les moustiques. Parce que toutes ces 16 citernes, toutes ces 16 citernes font le fait qu'ils sont de l'eau stagnante et qui va engendrer beaucoup de moustiques qui gênent la population. Donc, deux parmi eux vont être consacrés pour faire des germes. Et, lorsque la pluie tombe, on fait ces germes-là dans l'eau stagnante pour lutter contre les moustiques. Et les autres vont être utilisés pour l'agriculture. Boshra, la question, c'est surtout en fait, qui est-ce qui, disons, va gérer l'entretien de ces réserves? Qui va en assurer en fait la qualité de l'eau? Est-ce que ça a déjà été défini? Parce qu'il faut savoir que c'est un projet qui n'a pas encore initié, donc c'est possible que ce soit des aspects qui sont encore en train d'être discutés. Je ne sais pas si vous avez les données par rapport à ça. Géré par la municipalité. On a une seule municipalité dans toute l'archipel. D'accord, donc c'est géré par la municipalité et il y a un technicien qui va assurer la municipalité. Elle a l'administration, elle a aussi les gestionnaires. Dans la municipalité, il y a aussi les techniciens, les ingénieurs, on a tout. Très bien. Merci Boshra. On a une question pour Christophe, donc Vanessa Weck qui nous dit merci beaucoup pour la présentation et bravo à la Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce que les entreprises privées contribuent à l'implémentation du projet, par exemple les compagnies de production de nickel? Les entreprises privées sont au cœur du dispositif puisque le principe de l'appel à projet territoire d'innovation était que les répondants devaient être des acteurs du privé appuyés par la sphère publique et le monde de la recherche. Donc l'essentiel des actions menées
sont sur une dynamique entrepreneuriale ou associative, mais par des parties prenantes du privé. Donc c'est de ces acteurs-là qu'on attend, et qui a un positionnement d'ailleurs volontariste. On est vraiment sur un programme de développement économique. Pour les acteurs du minier, ils sont intéressés évidemment à la démarche. Ils sont aussi partie prenante. On sait qu'on a un impact fort, vous l'avez vu sur les photos que j'ai montrées de l'activité minière. Hein. On rase potentiellement des montagnes pour aller chercher le nickel. On a un impact anthropique très fort sur le lagon, mais on a une responsabilisation et on a de la part de ces acteurs-là d'abord des obligations de reboisement, des obligations de contrôle sur les effluents, et on a de leur part une volonté de s'inscrire aujourd'hui dans une démarche plus responsable et plus résiliente pour rester inscrit finalement dans la dynamique du territoire. Très bien. Merci Christophe. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions donc, que les réponses amènent. On a une question pour Jean-Hervé. Avez-vous un document de référence qui permet de générer les scores dont vous parlez? Et est-ce possible de partager les matrices, les templates? C'est Anne Laudissois qui nous pose cette question. Oui, nous avons un document qu'on pourra partager avec vous, puisque nous faisons ce qu'on appelle une évaluation annuelle depuis presque plus de 10 ans maintenant. Chaque année, on fait cette évaluation, que ce soit au niveau de l'IRADI pour les niveaux de menace ou au niveau de l'IEG, comme je disais. Donc, je peux partager ce document, pas de souci. D'accord, très bien, merci. On a une question donc, pour Fred, donc toujours Madrono Cabrestante, qui demande donc bravo pour cette belle présentation. Pourriez-vous dire à tout le monde comment vous avez pu faire participer la population locale dans une communauté qui est éloignée et très soudée et dont la culture est assez différente de la vôtre? Merci John, que je connais particulièrement pour cette question, mais c'est vrai que s'investir dans un projet, il y a une période d'adaptation. Effectivement, les populations locales vous voient arriver comme un étranger qui veut monopoliser un territoire, et en fin de compte, ce qu'il faut, c'est vraiment faire un mea culpa de sa personne, savoir s'intégrer, savoir participer, savoir communiquer, et savoir aider, parce que prendre un territoire, en 2 mots, l'acheter, non. Je pense qu'il faut dépasser ce stade. Aujourd'hui, quand on se fait plaisir dans la vie, au travers d'une fondation ou à titre personnel, il faut savoir s'intégrer. Et s'intégrer, c'est de suite partager. Il y a trop de gens il y a une antériorité, des populations vivent avant vous sur ces territoires. Il faut savoir les comprendre, il faut savoir apporter un plus. Conquérir un territoire pour le travailler en petit roitelet, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, c'est vraiment être en communion avec ces populations-là. Très bien. Merci Fred. On a le temps encore pour une dernière question donc, qui a été posée par Vanessa Weck. Toujours donc, à Frédéric. Merci pour la qualité de cette présentation. Comment est-ce que vous reliez les petites réserves marines? Avez-vous mis en place une sorte de corridor bleu? Donc je traduis en même temps. Hein. Une zone tampon pourrait-elle jouer le rôle de connecteur entre ces réserves? Concernant la méthodologie des postes larves, comment les nourrir? Vous avez déjà répondu en partie. Et comment les identifier pour qu'ils ne se mangent pas et améliorer leur valorisation? Alors effectivement, la question est pertinente quant au couloir. Sur le projet que nous avons développé, l'idée était vraiment de rapprocher pas plus d'1 kilomètre entre les aires marines protégées pour pouvoir analyser d'une part le comportement des poissons relâchés. Il faut savoir que 3 mois dans un bac, les poissons s'adaptent très vite à l'être humain. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous les taguons. Nous avons un processus de tagage sur la caudale, une couleur par MPA, et en fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un suivi
visuel. Il y a des spécialistes en France pour ça, c'est l'Université de Perpignan, et on arrive à faire un suivi visuel pour savoir quels vont être les couloirs, quels vont être les corridors et comment il faut apprendre. Ce n'est pas parce qu'on relâche des poissons que c'est fini. Il faut savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, et peut-être qu'on aura fait une erreur quant au choix de l'aire marine protégée. Il faudra savoir s'adapter, il faudra savoir le contrôler. Donc, pour avoir les meilleures données, c'est de rapprocher les aires marines protégées. Et dans ces cas-là, on peut vraiment analyser le comportement du poisson relâché. Si j'ai répondu dans la totalité à la question. Merci Fred. J'en profite parce que je viens de voir, donc Christophe pose quand même une question à l'ensemble des co-présentateurs. Donc on va peut-être prendre juste une minute vraiment avant de conclure. Quel est l'impact du Covid sur vos activités? Sur la question, c'est pour moi? Donc c'est pour tout le monde. Là, c'est pour tous les autres intervenants. Donc c'est Christophe qui vous pose à tous la question. Peut-être brièvement en une minute, je laisse… Alors, en une minute, il faut savoir qu'à l'instant où je vous parle, les Philippines sont toujours confinées, donc depuis le mois de mars. C'est une catastrophe pour un pays, là je parle de l'Asie, qui a une ressource qui est touristique. Donc pas d'avions internationaux, pas de tourisme. C'est un effondrement total des ressources, des revenus. Et c'est une catastrophe humanitaire qui se prépare. Le gouvernement y pallie, mais ça ne pourra pas durer indéfiniment comme ça. Pour nous, c'est un vrai problème. Jean-Hervé, peut-être, est-ce que vous voulez répondre aussi à cette question? Pour nous, c'est une catastrophe parce que les pêcheurs ne peuvent plus vendre leurs produits. C'est-à-dire même les collecteurs n'arrivent plus à envoyer des produits, que ce soit au niveau national ou international. Donc, tout est fermé et le prix de produits devient très, très bas. Donc, c'est vraiment une catastrophe pour nous. Heureusement qu'au niveau de l'état de santé de la biodiversité, c'est encore viable, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression majeure, mais c'est surtout au niveau de vie de la population sur le plan économique que ça a un impact majeur. Oui, malheureusement, je pense que c'est une réalité à laquelle beaucoup d'îles se confrontent en ce moment. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément encore toutes les solutions et on essaye à travers aussi les réseaux, essayer de quand même toujours, disons, avoir des échanges entre les îles et permettre une discussion et une entraide à ce niveau-là. Malheureusement, on avait d'autres questions qui étaient vraiment très intéressantes, notamment Justine qui nous demandait quelles étaient les difficultés rencontrées dans l'implication des résidents dans les projets. Enfin, voilà, on a vraiment d'autres questions qui sont très intéressantes. Je suis navrée, notamment Justine, de ne pas pouvoir avoir le temps d'y répondre, mais on arrive au bout de cette session. Donc, je tiens à vous remercier vraiment tous pour le temps que vous avez dédié à la préparation de ce summit, à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui ont posé toutes ces questions vraiment passionnantes. Je remercie aussi encore une fois les organisateurs du Virtual Island Summit pour leur soutien et encore une fois l'interprète vous êtes réveillé très tôt pour nous soutenir dans cette session. Donc merci à tous et j'espère que cette session a donc pu, disons, mettre en lumière le rôle clé et leader que les îles peuvent jouer dans l'exemple et de mener un exemple pour tout ce qui est lié à la gestion durable du territoire. Et que voilà, les solutions auront pu vous inspirer. Je vous rappelle que le Virtual Island Summit continue jusqu'à dimanche et on a une session qui va commencer d'ici peu de temps qui traite des solutions énergétiques avec l'exemple de l'île de Ouessant. Donc, si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à nous contacter, à contacter les différents intervenants. Vous pouvez envoyer un mail à l'adresse de Smilo que vous retrouvez sur notre site web ou dans le rapport annuel que j'ai mis dans les documents et je peux après ensuite vous envoyer les coordonnées des différents intervenants si vous souhaitez continuer et poursuivre ces échanges. Encore, voilà, merci à tous.